Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de regarder de façon très approfondie, je dirais presque à la loupe, le psaume 91 et en particulier donc le verset 7. Nous allons regarder ce verset, mais avant de regarder ce verset, j'ai longuement hésité sur l'ordre des choses. Et nous allons aborder tout d'abord un préambule qui va être assez long pour bien comprendre la portée de ce verset. Parce que si on l'étudiait à la loupe dès le commencement, je pense que personne n'arriverait à suivre parce qu'on ne saurait pas de quoi ça parle. C'est qu'une fois qu'on a vu tout le verset, qu'on comprend de quoi ça parle. Donc pour bien saisir vraiment la profondeur et la précision de ce texte, nous allons faire un préambule. Et avant le liminaire que nous allons faire, je fais un préambule, moi, pour dire que cette vidéo n'a pas pour but ni de polémiquer, ni d'alimenter la polémique sur un positionnement anti-vaccin ou pro-vaccin, puisque nous allons parler des vaccins. Mais que je n'ai aucunement l'intention ni de rentrer dans la polémique, ni d'alimenter la polémique. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est d'être très objectif, et regarder exactement comment ça marche, pourquoi ça a été fait, et quel est le but. C'est tout. Et ensuite, on va voir ce que nous dit la parole de Dieu, puisque vous l'avez compris de fait, le verset 7 du psaume 91 va tout particulièrement parler de la vaccination. Et donc nous présenter le positionnement de la parole de Dieu par rapport à la vaccination. Dès que l'on avance un argument qui est source de risque pour un vaccin, immédiatement on est accusé d'être un anti-vaccin, au mieux et au pire complotiste, totalement infréquentable, donc ça c'est au pire. Donc c'est pour ça que je veux m'extraire complètement de ce débat et passer vraiment un regard froid, objectif, je dirais entre guillemets scientifique, biologique sur le vaccin, et ensuite nous verrons ce que nous dit la parole de Dieu. Sachant que on est immédiatement catalogué. Si jamais on apporte un argument qui serait source de risque ou qui pourrait être supposément anti-vaccin, on est systématiquement donc complotiste ou anti-vaccin, sans possibilité d'être ce que je vais appeler, je l'ai mis entre guillemets, vaccino-réfléchi. Ça veut dire que on a le droit de réfléchir et on n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on réfléchit qu'on est anti-vaccin et c'est pas parce qu'on réfléchit qu'on est pro-vaccin, etc. Donc ce soir, nous allons nous positionner en vaccino-réfléchi. C'est-à-dire, nous allons réfléchir. Et on va voir que c'est la position que la Bible nous amène à avoir d'ailleurs. Nous allons voir ça en conclusion. Cette vidéo a pour but de donner des éléments de compréhension du verset 7 du psaume 91 dans son écriture et sa structure sémantique particulière. Cette vidéo a de fait l'opportunité de donner des éléments de compréhension du principe de vaccination pour permettre à chacun une réflexion posée et mesurée. Ça, c'est le préambule que je souhaitais absolument faire. Donc, le psaume 91, le verset 7, le voici. Donc, l'hébreu se lisant de droite à gauche, j'ai mis le petit repère pour s'en rappeler, pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui nous donne une prononciation de Yipol Mitsedeka Elep Urababa Mimineka Eleika Lo Yigas. Et en français, nos traductions portent que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà. Pardon. Alors maintenant, nous allons donc présenter ce qu'est un vaccin. Et après, nous verrons le texte biblique de façon très très précise. Un vaccin n'est pas un médicament curatif classique. Un médicament curatif classique s'adresse à des personnes malades. Un médicament curatif, de manière classique, on le donne ou on le prend si on est malade. On le donne à un malade, quelqu'un qui est malade et qui doit être guéri de sa maladie. Les personnes malades, la médicamentation est en adéquation avec la maladie. On prend un médicament très fort si on a une maladie, je dirais, qui nous touche fortement. Soit dans la douleur, soit dans des risques, à la limite de handicap, voire de mort. La puissance, entre guillemets, curative est proportionnelle à la douleur ou au risque de séquelles, de handicap ou de mortalité de la maladie.
l'acceptation d'effets secondaires ou de risques d'effets secondaires est proportionnelle au risque de séquelles, de handicap ou de mortalité. Ça veut dire qu'on va appeler ce qu'on appelle un rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que si on a une maladie qui a 100% de risque de nous amener à la mort dans les 6 mois, il est évident que les traitements que nous allons prendre, même si on nous dit voilà c'est un traitement novateur, mais il y a 50% de risque qu'il entraîne des complications qui vous amèneraient à la mort. Si par ailleurs la maladie a 100% de risque de nous amener à la mort, c'est clair que ça peut... Voilà, il y a un bénéfice-risque, on le prend pas, mais voilà. C'est la réflexion, justement, on est dans un médicament curatif face à une maladie qui a une potentialité de handicap ou de létalité. Le vaccin est un médicament immunologique. C'est différent. Ça s'adresse à des personnes en bonne santé. C'est-à-dire que le vaccin s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé. Le vaccin a pour but de ne pas tomber malade. Mais ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Donc le vaccin n'est pas un médicament au sens, je dirais, général du terme, un médicament curatif, puisque le vaccin a pour but de permettre à des personnes en bonne santé de ne pas tomber malade. L'objectif n'est pas le même. Donc on a un rapport bénéfice-risque par rapport à la maladie que l'on pourrait supposément attraper et qu'on n'a pas. Donc la réflexion bénéfice-risque, elle est dans l'autre sens par rapport à un médicament curatif. Comme par exemple une chimio ou quelque chose comme ça qui est très lourd, mais c'est en rapport avec le mal qui a atteint le corps. Donc on voit que l'approche de la réflexion bénéfice-risque entre un médicament curatif et un médicament immunologique, c'est-à-dire un vaccin, ne sont pas du tout les mêmes. Pas du tout. On pourrait un peu rapprocher le vaccin, un peu, parce qu'évidemment c'est une sorte d'image que l'on pourrait avoir, avec une équivalence à la considération du bénéfice-risque d'un aliment. Puisque quand on mange, on est en bonne santé, et on choisit ces aliments pour se nourrir, pour se faire plaisir parfois, mais pas pour devenir malade. Et dans la notion même de se faire plaisir, on a une mesure du bénéfice-risque, on sait qu'il y a des choses que l'on mange qui vont nous amener un peu d'embonpoint ou peut-être même un petit peu de fatigue ou je ne sais. Mais voilà, on mesure le bénéfice-risque de l'aliment que l'on prend. On est en bonne santé, on prend un aliment et on le choisit en fonction de divers critères avec, là aussi, se faire plaisir, devenir malade, il y a un bénéfice-risque que l'on choisit. Bien sûr, c'est encore différent par rapport au vaccin. Donc c'est pour montrer que la notion de bénéfice-risque, en fait, est toute relative. Et il faut vraiment mettre la notion de bénéfice-risque du vaccin dans le contexte vaccinal. Donc c'est dans un contexte d'une recherche immunologique et pas de guérison. Ensuite, qu'est-ce qu'un virus? Puisque les vaccins, c'est pour nous protéger a priori d'un virus. Donc qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est une capside qui contient le matériel génétique du virus. Alors qu'est-ce qu'une capside? C'est une coque de protéines, voilà, qu'on va représenter comme ceci, avec un hexagone. Et chaque petite bille que j'ai représentée, là, sur mon dessin, c'est une protéine spécifique. On appelle ça une capside. Et le matériel génétique du virus se trouve à l'intérieur de la capside. Voilà. C'est ce qu'on appelle le virus, entre guillemets, le plus simple. Ce qu'on appelle un virus nu. Si vous entendez parler parfois de virus nu, c'est un virus comme ça, avec une capside, et à l'intérieur, il a son matériel génétique. C'est différent d'un virus enveloppé. D'autres catégories de virus possèdent une enveloppe formée d'une bicouche de graisse dans laquelle sont enchâssés plusieurs exemplaires d'une protéine. Donc on a la capside qui est englobée dans une enveloppe faite de 2 couches de graisse, donc une bicouche graisseuse, ici, et on a tout le long, sur cette bicouche, on a planté dedans un petit peu, qui ressort comme une protéine spécifique, qui lui donne un aspect un petit peu de couronne. C'est pour ça qu'on appelle corona, pour tout ce qui est grippe.
Cette protéine, c'est un péplomère, en fait, appelé aussi spicule ou protéine de surface. Alors nous, on l'appellera protéine de surface, pour que ça reste à notre esprit un petit peu plus facile à se rappeler. Le virus appelé SARS-CoV-2, dans le cas de la grippe 2019, que nous connaissons tous, puisque nous avons entendu parler, eh bien, c'est un virus enveloppé. Et ça va avoir son importance pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Pourquoi tous ces plusieurs exemplaires d'une protéine tout autour du virus, en fait, du virus enveloppé? Eh bien, en fait, ces protéines permettent l'ancrage du virus sur la cellule qui va être infectée par le virus, pour ensuite pénétrer la cellule et libérer son matériel génétique. Donc en fait, c'est comme des ventouses, on va appeler ça comme ça, mais évidemment, là, je simplifie un peu à outrance, mais c'est quelque chose qui va se coller, générer en fait un pont, qui va permettre ensuite au virus de pénétrer la cellule, puis de libérer son matériel génétique. Donc, chez l'homme, le matériel génétique, c'est de l'ADN, constitué de gènes qui détiennent le code de fabrication de protéines. C'est-à-dire que toutes nos cellules possèdent un noyau, et dans le noyau, il y a un ADN, enfin, un codage ADN, l'ADN de chaque être humain, chaque être vivant. Humain, oui, puisque certains animaux n'ont pas, c'est pas formé tout à fait pareil, c'est pas de l'ADN. Donc, et qui permet de fabriquer toutes les protéines dont nous avons besoin pour vivre et pour nous renouveler au niveau cellulaire. Qu'est-ce que des protéines? Ce sont des macromolécules actrices de tous les processus biologiques qui se déroulent dans nos cellules. C'est-à-dire que si on ne fabriquait pas toutes ces protéines, on ne pourrait pas vivre, nos cellules ne pourraient pas vivre. Pour passer de l'ADN à la protéine, il faut que l'ADN soit converti en ARN messager, qui permettra de produire la protéine. Donc c'est-à-dire qu'on a un ADN, qui est cette double hélice, emboîtée, et par un système en fait de transcription, l'ADN va se trouver décomposé en ARN messager, et là l'ARN messager va permettre la production d'une protéine par la lecture d'un ribosome tout au long de l'ARN. Je simplifie, j'essaye d'être simple, mais vous allez voir que c'est nécessaire pour bien comprendre la mécanique et la portée du verset 7 du chapitre 91 du livre des psaumes. Donc la transcription, comme je dis tout à l'heure, permet de passer de l'ADN à l'ARN messager. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la traduction, qui permet de passer de l'ARN à la protéine par le ribosome qui va transcrire, qui va traduire chaque élément génétique de l'ARN pour capter le mot m'échappe à l'instant. Non, c'est pas grave. Et puis assembler la chaîne polypeptidique. Des acides aminés. Voilà. Il m'est revenu. Donc, on passe d'un langage génétique, c'est pour ça qu'on appelle ça traduction, en fait, on passe d'un langage génétique, l'ARN, à un langage protéique, la protéine. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça la traduction. Le matériel génétique des virus. Pour certains virus, il s'agit d'ADN. Vous savez qu'il se trouve à l'intérieur de la capside, on a présenté tout à l'heure. Le virus injecte son ADN dans la cellule. La cellule infectée prend en charge l'ADN viral, le transcrit en ARN messager, donc c'est-à-dire qu'elle se dit, tiens, il y a un ADN qui arrive ici, c'est pas normal, on lance la machine, on le découpe en deux, enfin on le transcrit pour passer à l'ARN messager, à partir de cet ADN viral, et une fois qu'on a transcrit cet ARN, eh bien la cellule va traduire cet ARN et fabriquer une protéine qui va être une protéine virale. Donc on a un ADN viral qui va être transcrit en ARN messager viral, lequel la cellule, elle, va produire une protéine virale. Et à partir du moment où elle produit cette protéine virale, elle se reproduit et ça continue. Donc transcription, traduction, toujours pareil. Les différentes protéines virales ainsi produites vont pouvoir produire de nouvelles capsides qui vont emprisonner du matériel génétique viral, qui vont sortir de la cellule pour infecter d'autres cellules ou d'autres individus. Donc c'est le processus. Le virus ne peut pas se reproduire tout seul. Le virus détourne la machinerie cellulaire à son profit. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un virus ne peut rien tout seul. Il ne peut pas se reproduire tout seul. Et le virus, il intègre une cellule et il détourne la machinerie. S'il ne détournait pas cette machinerie, il ne pourrait rien faire.
le virus n'est pas autonome. À proprement parler, le virus n'est pas un être vivant. Contrairement à une bactérie. Il ne peut pas fabriquer ses propres protéines. Il doit injecter son matériel génétique dans son hôte et détourner l'essence fonctionnelle de ce dernier. C'est-à-dire que, normalement, la cellule, elle fabrique des protéines issues de son ARN messager qui vient de son ADN, à elle. Et lui, le virus, il détourne la machinerie, ce qui fait que la cellule, elle fabrique des choses, des protéines, des éléments pour le virus, pour qu'il puisse se reproduire. Pour certains virus, le matériel génétique n'est pas de l'ADN, mais de l'ARN messager. Cas du virus de la grippe 2019 appelé Covid-19. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Covid-19 aujourd'hui, qui est un coronavirus, donc un virus de grippe, en fait, lui possède de l'ARN messager. Il ne possède pas un matériel génétique d'ADN. Donc ça veut dire qu'il a la capside, la bicouche graisseuse, avec les protéines de surface, et à l'intérieur, il a un ARN messager et non pas un ADN. Le virus injecte son ARN dans la cellule, qui est directement prise en charge par la cellule infectée. C'est-à-dire que là, en fait, ça va plus vite, puisque la cellule n'a pas besoin de transcrire l'ADN du virus en ARN messager pour ensuite faire de la protéine. Directement, dès qu'elle voit l'ARN messager, elle lance la machinerie et elle traduit en élément protéique. Maintenant, on a vu ce que c'était qu'un virus, comment ça fonctionnait. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un vaccin et comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'un vaccin? Un processus de stimulation de notre système immunitaire pour le préparer à une rencontre éventuelle avec un virus donné. On est dans du préventif, hein, sinon c'est du curatif, ce n'est pas un vaccin. Donc quand on parle de stimulation de notre système immunitaire, en fait, on l'oblige, notre système immunitaire, à créer des anticorps spécifiquement dirigés contre l'agent infectieux. On l'oblige puisque c'est pas fortuit, c'est le vaccin qui va forcer la chose pour que le système immunitaire lance la fabrication des anticorps. Majoritairement, les micro-organismes, notamment les bactéries, donc il y a 538 espèces infectieuses de bactéries. On a des virus, 217 espèces infectieuses de virus, mais aussi des protéines qu'on appelle les prions, des protozoaires parasites ou des levures, 66 espèces infectieuses, pour l'homme je parle, des moisissures, 307 espèces infectieuses, des vers parasites ou helminthes, 287 espèces infectieuses, et certains anthropodes, les acariens, les poux, etc. Maintenant, le principe du vaccin est assez, généralement, il est assez connu. Les différents types de vaccins maintenant. Injection dans l'organisme d'un virus entier. Ça, c'est un principe vaccinal. Afin de ne pas inoculer la maladie, le virus a préalablement été atténué ou inactivé. C'est-à-dire qu'on injecte dans l'organisme un virus entier. On injecte le virus. Mais on l'a travaillé, je dirais, ce virus, pour soit l'atténuer, soit carrément... Alors, certains vont dire on l'a tué. Alors, on ne peut pas tuer puisqu'il n'est pas vivant. Enfin, on ne peut pas considérer qu'il soit vivant puisqu'il n'est pas autonome. Il est parasite. Mais inactivé, en fait. Alors, quand il a été inactivé, on parle de vaccin inactivé. Certains vaccins sont des vaccins inactivés. Quand il est atténué, on parle de vaccin vivant. Alors, l'inactivation par traitement chimique, formaldéhyde, donc c'est un procédé chimique en laboratoire, ou par traitement physique, par exemple, irradiation aux ultraviolets. Une irradiation aux ultraviolets de certains virus les inactive complètement. Voilà. Et on vient, par exemple, casser la chaîne de son matériel génétique, on vient le casser en morceaux, soit par les formaldéhydes, donc c'est une réaction chimique, soit par un traitement physique aux ultraviolets. Et ce qui fait que le virus n'a plus la capacité de se reproduire, en fait. Enfin, la cellule n'a plus la possibilité d'avoir un ARN complet ou un ADN complet qui permettrait de transcrire, de traduire, etc. quelque chose de complet, donc une cellule protéinique complète. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte quand même ce vaccin qui a été inactivé, ce qui fait que l'organisme va reconnaître un corps étranger et va lutter contre lui sans risque de contracter la maladie puisque le vaccin il a été inactivé. Le vaccin ayant été totalement inactivé, mais en fait,
on ne peut pas attraper la maladie, ce n'est pas possible. Inconvénient majeur de ce type de vaccination, les vaccins inactivés sont peu immunogènes. Les vaccins inactivés sont peu immunogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut potentialiser l'effet immunogène à l'aide d'adjuvants. Donc c'est-à-dire que les vaccins inactivés sont très intéressants puisqu'en fait, on a un virus qui a été atténué ou qui n'est plus actif, donc inactivé comme son nom l'indique, ce qui fait qu'on ne peut pas attraper la maladie, donc tout va bien. Le défaut, c'est que l'effet étant peu immunogène, eh bien, il faut ajouter des adjuvants dans le vaccin. Les adjuvants qui sont des sels d'aluminium, risque de myofasciite à macrophage. Voilà, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une nécrose musculaire microscopique autour des inclusions d'aluminium. Donc l'aluminium vient se fixer et on a des nécroses musculaires microscopiques. Donc tout ce que je dis là, ce sont des choses qui sont documentées. On a survenu de signes cliniques dans l'année suivant la vaccination aluminique en général. En général, c'est dans l'année qui suit où on a de la documentation qui permet de montrer que une vaccination est inactivée avec des adjuvants, sels d'aluminium, parce que ce n'est pas tous, a un risque, une potentialité d'amener des effets secondaires très sérieux. Certains adjuvants sont la scalène, substance que l'on trouve à l'état naturel dans les plantes, chez l'animal et chez l'homme. Alors commercialement extrait de l'huile de poisson, en particulier l'huile de foie de requin. C'est un adjuvant particulier. On a les phospholipides. Alors, il y en a d'autres, hein, les formaldéhydes. Alors les formaldéhydes, le problème c'est qu'elles sont allergènes, cancérigènes, très puissants. Donc, les formaldéhydes, qui sont des adjuvants de certains vaccins, en fait, sont des allergènes puissants et des cancérigènes puissants, qui sont d'ailleurs dans l'industrie nomenclaturés comme étant des éléments qu'il ne faut pas avoir dans l'alimentation, par exemple. Donc ça pose quelques problèmes éthiques et fondamentaux de réflexion. Mais ça, pour l'instant, c'est sur le principe de fonctionnement du vaccin inactivé. Et alors, la particularité aussi du vaccin inactivé, c'est qu'il faut plusieurs injections, puisque l'effet immunogène étant réduit, même si on... Comment on va le rendre... On va le potentialiser, pour employer le bon mot, hein, mais on va le potentialiser à l'aide d'adjuvants, ça reste quand même nécessaire d'avoir des rappels, ce qu'on appelle les rappels. Alors maintenant, le virus atténué, utilisation de souches mutantes du virus thermosensible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le virus n'est plus capable de se fixer sur les cellules hautes à la température du corps. Il a été travaillé, le virus, pour que à 37 degrés, il soit incapable de transmettre quoi que ce soit à la cellule. Donc on a, ce que j'ai représenté ici, c'est un matériel génétique diminué, voilà, atténué, donc il est plus petit. Sur le schéma, pour montrer qu'en fait, il n'a pas de virulence, il n'a pas une forte virulence. Inconvénient majeur, le virus est actif. Ça veut dire qu'on injecte dans le corps un virus actif. Certes, moins puissant, moins fort, mais actif quand même. Risque important de développer une maladie. La maladie transmise par le virus. Il y a un risque qui n'est pas négligeable. Vaccin déconseillé aux femmes enceintes. Ce type de vaccin va être déconseillé aux femmes enceintes, aux immunodéprimés, aux personnes porteurs de diverses pathologies. C'est-à-dire que ce sont des vaccins qui sont fortement déconseillés pour certaines personnes qui ont des pathologies allergènes, par exemple, ou des choses comme ça, et qui pourraient laisser des portes ouvertes à un vaccin certes atténué, mais qui pourrait quand même agir parce que l'organisme lui-même a été, dans sa réaction, dans sa façon de fabriquer, a été atténué et laisserait une porte ouverte. Donc voilà les types de vaccins. Alors on a vaccin à base de protéines recombinantes. Donc ça on a vu le vaccin à partir d'un virus entier. Maintenant il existe des vaccins à base de protéines recombinantes. Protéines produites dans des cellules qui ne sont pas celles qui les produisent normalement. En particulier la protéine de surface dans le cas d'un virus enveloppé. C'est-à-dire qu'en fait on connaît la protéine de surface de tel ou tel virus. Eh bien, on va faire fabriquer cette protéine par un autre organisme que l'on va injecter ensuite dans le corps. Ce qui fait que le corps va réagir à cette protéine de surface, mais qui est toute seule.
Résultat, le jour où il va avoir un virus qui va rentrer avec cette protéine de surface sur sa surface, il va reconnaître que la protéine de surface est un danger et il va attaquer. C'est le principe. Donc, première protéine visible lors d'une agression virale, la protéine de surface. Dès que le virus rentre dans le corps, la première chose que le système immunitaire voit, c'est la protéine de surface. Donc, il réagit à la protéine de surface. Donc ça, c'est l'exemple, c'est le vaccin de l'hépatite B. C'est un vaccin qui est basé sur une protéine recombinante. Concerne aussi la protéine de la capside dans le cas d'un virus nu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un virus nu, évidemment, il n'y a pas de couche de bigraisse, la bicouche pardon, de graisse. Donc, résultat, il n'y a pas les protéines de surface, etc. Donc, on va attaquer la partie visible pour un virus nu, c'est-à-dire la protéine de la capside. Donc là, on a par exemple le vaccin contre le papillomavirus, c'est-à-dire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin qui, parce que le virus en fait qui est agressif dans ce cas-là, en fait, est un virus nu. Et donc, on va aller chercher sa protéine de la capside. Dans les protéines recombinantes, le gène de production de la protéine est extrait du matériel génétique du virus pour être injecté dans des cellules facilement reproductibles en laboratoire. Donc, on peut utiliser des bactéries, des levures, des racines de plantes. Donc là, on appelle ça la transgénèse d'ailleurs, des racines de plantes, puisque ce sont des êtres qui, enfin même dans tous les cas, on fait fabriquer un corps quelque chose qui n'est pas naturellement fabriqué. Donc on le force un petit peu, ce qui fait ça s'appelle de la transgénèse, ou par des cellules animales qui vont produire cette protéine. Ces protéines sont ensuite extraites des cellules productrices, purifiées et injectées, avec souvent l'adjonction d'adjuvants pour augmenter la potentialité de réaction immunitaire. Donc ça, ce sont des vaccins à protéines recombinantes. Maintenant, qu'en est-il des vaccins de la grippe 2019 ? Alors, on a actuellement de référencés plus de 200, il me semble que c'est 240, vaccins en études. Donc il y a 240, il y a plus de 200 en tout cas, ça c'est sûr. Il y a plus de 200 vaccins en études contre ce qu'on appelle le coronavirus. Donc la Covid-19, enfin plutôt le SARS-CoV-2, qui est le nom du virus. Donc on a plus de 200 et on a une vingtaine sur le marché où on passe de l'être actuellement. Donc on entend parler Pfizer, etc., Sputnik pour les Russes, le vaccin chinois, etc. Alors certains sont des vaccins inactivés, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est quand on a cassé le matériel génétique du virus. Par exemple, les 2 vaccins de Sinopharm, groupe pharmaceutique chinois. Le groupe pharmaceutique chinois, le vaccin chinois, qu'on appelle le vaccin chinois, en fait il y en a 2, mais le vaccin chinois, en fait, utilise un virus inactivé. Voilà, mis sur le marché en juillet 2020, alors que la phase 3 de l'étude vaccinale préalable à l'utilisation d'un vaccin n'avait pas commencé, s'appuyant sur l'expérience de ce genre de procédé vaccinal. Les Chinois se sont dit, on va faire vite, on va utiliser un procédé qui existe depuis des décennies. Donc on sait comment ça marche, on n'a pas de souci, il ne va pas y avoir de révélations extraordinaires sur les effets secondaires, etc. Parce qu'on sait comment ça marche. On parlait tout à l'heure des effets secondaires. Donc ils se sont dit, puisqu'il faut faire vite, ou puisque nous souhaitons faire vite, nous allons passer outre la phase 3 et on lance sur le marché. Alors qu'est-ce que la phase 3 ? C'est justement étude de l'efficacité du vaccin et du rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que la phase 3, c'est justement étudier, est-ce que le feu en vaut la chandelle ? Est-ce que c'est quelque chose qui va amener plus de mal que ce qu'on veut guérir ou pas ? C'est tout l'intérêt de la phase 3. Donc des essais testent sur des centaines, voire des milliers de personnes le rapport bénéfice-risque du vaccin durant 3 à 5 ans. Ça, c'est la phase 3. Quand un vaccin est commercialisé après la phase 3, il entre en phase de pharmacovigilance, parfois appelée phase 4. Patients et médecins sont incités à déclarer des effets secondaires non signalés aux instances de surveillance. En France, l'ANSM. Cette phase dure tant que le vaccin reste commercialisé. Donc s'il est commercialisé pendant 20 ans, on a la phase 4. C'est-à-dire une sorte de pharmacovigilance où on pourrait se dire que peut-être qu'au bout de 15 ans, il va y avoir un retour, une flambée d'une telle maladie ou de tel problème
qui pourraient venir de ce vaccin. Donc en fait, on essaye de garder trace et de suivre ce qu'on appelle la phase 4. Donc là, on est passé sur une commercialisation au tout début, à peine la phase 3 commencée, voire pas commencée. Donc on est loin de la phase 4, évidemment. Alors, pour information, la durée moyenne de développement d'un vaccin avant phase 4 est de 12 ans. Là, en France, ça a pris quelques... Enfin, pour la grippe 2019, ça a pris quelques mois. Alors, vous allez me dire, oui, mais tous les ans, on sort un vaccin de la grippe, etc. Oui, mais c'est parce qu'on part en fait, sur une base qui est déjà connue et sur laquelle on vient juste faire une petite modification. Mais même là, c'est limite. Au niveau de la phase 3. On ne sait pas trop ce qui se passe. On va voir tout à l'heure. Les vaccins maintenant. Donc on a vu que certains vaccins sont des vaccins inactivés par rapport au SARS-CoV-2. Certains sont des vaccins à protéines recombinantes, dont on a parlé tout à l'heure. Production de la protéine de surface ou de la protéine de la capside. Alors on a vu tout à l'heure que le SARS-CoV-2 c'est un virus enveloppé, donc il a cette protéine de surface. Mais on a certains laboratoires, et c'est canadien, qui se disent, quand il se fixe sur la cellule, en fait, il s'ouvre et il fait rentrer la capside. Et donc la capside devient, du coup, se révèle, en fait, et révélatrice du virus. Et donc certains ont opté pour des vaccins qui se basent sur la protéine de la capside, en considérant que l'efficacité peut être, certes, c'est un peu plus long à intervenir, parce qu'il faut d'abord que le virus ait infecté la cellule, mais l'efficacité étant beaucoup plus importante, puisque le virus, on l'attaque directement sur la capside. Ce sont deux politiques vaccinales différentes. Donc la protéine de surface, on la connaît, on l'a déjà vu, et la capside, c'est quand il a perdu, ou quand la capside est rentrée dans la cellule. Le virus de la grippe 2019 est un virus enveloppé, mais certains laboratoires envisagent une meilleure action immunologique, comme j'ai dit, en attaquant le virus après que celui-ci se soit débarrassé de sa protéine de surface, en générant ce qu'on appelle des virus-like particles, donc des capsides virales vides de matériel génétique. C'est-à-dire que le vaccin, en fait, c'est de dire, je vais fabriquer une capside, mais vide. J'injecte la capside du virus dans le corps va voir la capside, va réagir, et le jour où il verra le vrai virus arriver, avec la même capside, mais sauf qu'à l'intérieur, il y a le matériel génétique, il va la détruire tout pareil. Donc c'est l'objectif du laboratoire. Voilà, donc voilà, j'ai refait le schéma, c'est le même, mais il n'y a plus le matériel génétique à l'intérieur. C'est le principe de la protéine de la capside. Alors par exemple, le vaccin de Novavax, groupe pharmaceutique américain, ou de Sanofi Pasteur, Institut français. Ça, c'est pour la protéine de surface. Donc on a deux vaccins, en fait, qui sont en cours d'études et d'élaboration par Novavax, donc américain, ou Sanofi Pasteur, en France, qui sont des vaccins à protéines recombinantes sur la protéine de surface. Et par exemple le vaccin de Medicago, groupe pharmaceutique canadien qui produit des protéines recombinantes dans les plantes transgéniques, ça c'est le vaccin canadien, qui utilise des plantes, donc transgéniques, pour fabriquer des capsides vides, qui seront ensuite injectées, après purification, etc., séparation, etc., qui seront injectées dans le corps du patient, du receveur du vaccin. Donc ça, ce sont des laboratoires qui travaillent ou qui ont travaillé sur des vaccins dont la typologie est très connue. Et il y a deux nouveaux types de vaccins qui n'ont jamais été essayés, qui n'ont jamais existé au préalable, auparavant. On a le vaccin à ARN messager, vaccin de Pfizer et BioNTech, et le vaccin à ADN, qui est le vaccin russe, Sputnik. Alors, le nouveau type de vaccin à ARN messager, comment est-ce qu'il fonctionne? Parce que justement, il faut bien comprendre. Tout ça, c'est pour comprendre, je rappelle, le psaume 91, verset 7. Alors, on appelle ça des vaccins génétiques. J'ai mis entre guillemets. Vous allez voir pourquoi. Il s'agit d'injecter dans le corps d'un individu tout ou partie du matériel génétique du virus. Donc cette fois-ci, on n'injecte pas une protéine de surface ou une protéine de la capside, on injecte directement le matériel génétique du virus, afin que les cellules du receveur produisent directement les protéines de surface du virus. C'est-à-dire qu'en fait,
comme on envoie le matériel génétique, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, la cellule va avoir du matériel génétique, pof, elle lance l'action, donc c'est un ARN, hein, donc hop, elle va produire des protéines, et en particulier, on va injecter le matériel génétique, la partie qui est la partie codante de fabrication de la protéine de surface. Donc dès qu'on injecte cette partie-là, les cellules se disent, tiens, un ARN messager, je le prends, ribosome, il lit, il assemble tout ce qu'il faut et il fabrique la protéine de surface. Laquelle protéine de surface va être reconnue par le système immunitaire et c'est parti. Donc le SARS-CoV-2 est un virus à ARN messager. Donc c'est ce qu'on travaille là-dessus, sur le matériel génétique du SARS-CoV-2, qui est un ARN messager. Et là, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech et BioNTech qui travaille sur ce principe-là. Mais le morceau d'ARN messager a besoin d'un intermédiaire, un vecteur pour aller jusqu'à la cellule qui sera productrice. C'est-à-dire que vous imaginez pas que, enfin, on imagine bien, pardon, que dans une seringue, on ne met pas des ARN dans une seringue et on injecte. Il faut bien que l'ARN soit porté par quelque chose. L'ARN, on voit bien, le virus, il a une capside, voire une deuxième couche. Donc il faut bien qu'on le mette dans quelque chose, sinon le support génétique ne survivrait pas, il serait détruit immédiatement. Eh bien, ce qu'on va utiliser, c'est un liposome. Un liposome, c'est quoi? Eh bien, c'est une boule de graisse. C'est une boule de graisse, une bicouche de graisse, voilà, une nanoparticule formée par une ou plusieurs bicouches de graisse. Ici, dans le cas du vaccin Pfizer et BioNTech, c'est une seule bicouche, ayant un volume intérieur aqueux. C'est-à-dire que c'est une sorte de boule, et à l'intérieur, il y a un milieu aqueux, donc c'est à base de l'eau, c'est à base d'eau. Et c'est dans ce milieu à l'intérieur que l'on va y mettre le matériel génétique du virus, du SARS-CoV-2. Alors quand on dit nanoparticule, c'est tout simplement une particule dont les 3 dimensions sont à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire le milliardième de mètre. C'est très petit. Très très petit. C'est le millionième de millimètre. Donc, dans ce liposome, on vient encapsuler et protéger des protéines, en général, donc le liposome en général est utilisé pour ça, ou du matériel génétique. Donc c'est-à-dire qu'on les utilise, c'est pas la première fois qu'on utilise le liposome, on l'utilise assez fréquemment, mais on l'utilise toujours dans un soin thérapeutique, pour guérir une maladie, donc c'est en pharmacologie. Parfois on l'utilise en cosmétique, pour des crèmes, qui vont libérer certaines protéines, une fois que cette boule de graisse aura été absorbée par la peau, pour préparer la peau à le recevoir. Et ça, c'est un procédé qu'on utilise en thérapie génique. Puisque, on a bien retenu, enfin je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le virus enveloppé, il a une bicouche de graisse, et nos cellules sont toutes enveloppées par une bicouche de graisse. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça se passe très bien au niveau du contact. En plus de la protéine de surface qui vient faire le système de ventouse, d'accrochage. Donc en fait, là, on est sur de la thérapie, sur un procédé de thérapie génique. C'est là qu'on commence à voir un process qui n'est pas finalement si nouveau que ça. Il va jusqu'à la cellule, voilà, la membrane de nos cellules, membrane plasmique, est composée d'une bicouche de graisse. Donc c'est pour ça que ça va bien se passer. C'est-à-dire que quand il sera en contact, forcément, ils vont s'entendre. Donc les 2 bicouches de graisse fusionnent pour que le liposome libère son matériel génétique. C'est tout le principe de l'utilisation du liposome en pharmacologie, en cosmétique et en thérapie génique. Voilà. Et une fois qu'il est rentré dans la cellule, eh bien, la cellule du receveur produit directement les protéines de surface du virus et c'est parti. Donc on a utilisé ce qu'on appelle un vecteur ou un véhicule, le liposome. Maintenant, on a un autre type de vaccin, qui est le vaccin à ADN. Donc là, on a compris comment fonctionne le vaccin de Pfizer et BioNTech. Maintenant, on va voir comment fonctionne l'autre type de vaccin nouveau qui arrive, c'est le vaccin à ADN. On a toujours des vaccins génétiques. Il s'agit d'injecter dans le corps d'un individu tout ou partie du matériel génétique du virus, toujours la même chose, en n'utilisant pas un liposome, mais un virus à ADN. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un liposome pour envoyer le matériel génétique, on va envoyer un autre virus qui va être porteur du matériel génétique du SARS-CoV-2.
En tant que virus, il a la capacité naturelle de pouvoir injecter du matériel génétique dans la cellule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le propre du virus. Le propre du virus, c'est d'arriver sur une cellule et d'y injecter du matériel génétique. Donc, en utilisant un virus, en fait, on va utiliser un véhicule qui est fait pour. Donc ça, c'est le vaccin d'AstraZeneca, groupe pharmaceutique né de la fusion donc en 1999 du suédois Astra et du britannique Zeneca, développé par l'université d'Oxford. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler du vaccin d'Oxford. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est le vaccin ADN. Ou vaccin russe Sputnik 5. C'est-à-dire qu'il y a un autre vaccin, il y a deux vaccins en fait. Il y a le Sputnik 5, donc le vaccin russe qui utilise ce procédé-là. On parle de virus recombinant ou adénovirus, c'est-à-dire que les virus utilisés pour servir de vecteur ou de véhicule du matériel génétique du SARS-CoV-2 sont des adénovirus ou des adénovirus. Virus responsable d'états grippaux. Vous savez, quand vous avez un état grippal, c'est pas la grippe. Un état grippal, c'est un adénovirus. Ce n'est pas un virus, c'est pas un coronavirus. Un état grippal, ce n'est pas la grippe. C'est pas une petite grippette, c'est pas la même chose. Un état grippal, c'est un adénovirus, qui est totalement différent de la grippe, évidemment. Le virus vecteur a été désarmé, rendu inopérant, fort heureusement, parce qu'on nous injecte un virus pour nous transporter le matériel génétique d'un autre virus, on risquerait de cumuler les maladies, là. Donc le virus vecteur a été désarmé, rendu inopérant, en éliminant une partie de son matériel génétique responsable de sa virulence. Donc on a enlevé un petit bout, celui qui justement le rendait nocif, et la partie supprimée a été remplacée par le matériel du SARS-CoV-2 qui permet la fabrication de la protéine de surface. Vous voyez ? Donc là, c'est du travail d'orfèvre. Hein. L'adénovirus délivre dans la cellule du matériel génétique hybride, une partie de son propre matériel génétique et une partie du matériel génétique du SARS-CoV-2. Et quand la cellule va découper, enfin va transcrire l'ADN en ARN messager, puis traduire, eh bien dans la traduction, elle va, dès qu'elle arrivera à la hauteur de la partie génétique qui concerne le SARS-CoV-2, eh bien elle va fabriquer la protéine de surface, qui, c'est parti, sera reconnue par le système immunitaire, etc., etc., etc. Mais comment insérer de l'ARN dans de l'ADN? Puisque l'ARN messager, c'est un brin, l'ADN, c'est deux brins, la double hélice, comment est-ce qu'on fait? Parce que naturellement, ça ne se fait pas. Alors, je vais expliciter cette question. En convertissant l'ARN messager en ADN. Vous allez me dire, facile, c'était facile, tout le monde le savait. Sauf que on connaît le passage de l'ADN à l'ARN messager, c'est ce qu'on appelle la transcription. Donc on a tout un système de transcription, avec l'ARN polymérase, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est extraordinairement précis. Mais comment passer de l'ARN messager à l'ADN? Ça, on ne sait pas faire. Eh bien, grâce à une enzyme virale qui se trouve dans les rétrovirus. Justement. Pour ça qu'on utilise que les laboratoires ont utilisé les rétrovirus. Par exemple, le HTLV ou le XMRV ou le VIH associé à un type de leucémie, au cancer de la prostate ou du sida ou au sida. Donc le support, le vecteur va être un virus du cancer de la prostate, le virus de la leucémie ou le virus du sida. Mais qui a été désactivé. L'enzyme virale qui est utilisée par les rétrovirus, c'est la transcriptase inverse. Là, donc on a un ADN. La transcription, c'est la décomposition de l'ADN en ARN messager. Eh bien, la transcription inverse, c'est passer d'un ARN messager à un ADN par la transcriptase inverse, qui est une enzyme virale, qui va recombiner par son père, par ses pairs en fait, par les combinaisons doubles de tout ce qui est chromosomique, etc. Là, on ne rentre pas dans les détails. Mais ça, c'est possible, mais sous des conditions très particulières. Et l'ARN messager, lui, fabriquera la protéine. Donc, pour concevoir le vaccin à ADN, le laboratoire récupère l'ARN viral du SARS-CoV-2, le convertit en ADN viral grâce à la transcriptase inverse, pour récupérer une version ADN du SARS-CoV-2. Ensuite, le laboratoire récupère la portion d'ADN
de la synthèse de SARS-CoV-2 qui code la protéine de surface du virus pour l'insérer dans l'ADN de l'adénovirus. C'est du sport, hein, c'est compliqué. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on utilise la capacité naturelle de l'adénovirus de délivrer de l'ADN dans les cellules hôtes pour que celle-ci génère de façon détournée une protéine de surface du virus agresseur. Donc là, il y a toute une chaîne très complexe de mise en place. Information complémentaire. La rétroaction d'un ARN messager dans le génome de l'hôte est possible, mais dans des cas extrêmement précis et naturellement peu probable, voire très peu probable. Si on nous dit que quand on nous injecte, en recevant par exemple le vaccin de Pfizer, on a un ARN messager en fait, donc on va modifier notre génome, ce n'est pas possible. Les conditions de rétroaction de l'ARN messager dans l'ADN et dans le génome sont tellement contraignantes que, évidemment, la probabilité de nul n'existe pas. Il y en a une, mais elle est très 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 faible. Très très faible. En fait, il faudrait... Alors, la grande difficulté, c'est que aucune expérience et aucun retour d'expérience, aucune étude n'a été faite sur le sujet. Donc, en fait, on ne sait pas. C'est le problème. Mais si on imaginait quelqu'un se fait vacciner et à ce moment-là est contaminé par un autre virus qui serait un rétrovirus, à ce moment-là, oui, il est fort probable qu'il y ait possibilité, c'est pas encore systématique, qu'il y ait possibilité que l'ARN messager du SARS-CoV-2 vienne modifier, enfin la partie de l'ARN messager du SARS-CoV-2 vienne modifier l'ADN génomique de l'individu. Donc c'est possible, mais voilà, il faut un concours de circonstances, mais c'est possible. Il y a cependant une action directe plus probable au niveau des gamètes, cellules reproductrices haploïdes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste dire que, en fait, aujourd'hui, au niveau génétique, on le fait, mais essentiellement au niveau des gamètes, ce qui a permis de faire, par exemple, là, je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2020, je ne saurais plus, mais les Japonais, par exemple, ont pu reconstruire du sperme de souris, et ils ont pu inséminer des souris femelles avec du sperme fabriqué avec en ingérant de l'ARN messager dans des cellules qui avaient de l'ADN, en insérant, oui, pour les faire passer en fait de telle manière à ce que leur ARN devienne des cellules souches. Enfin, c'est très compliqué. Donc, mais au niveau des gamètes, c'est la probabilité est plus grande, mais on ne sait pas de combien. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de thérapie génique. Parfois, on entend parler de vaccination, ou oui, mais attention, ce vaccin, en réalité, c'est de la thérapie génique. Alors, qu'est-ce que de la vaccination? On a vu tout à l'heure, la vaccination consiste à immuniser une personne contre une maladie infectieuse en lui administrant un vaccin. C'est la vaccination. Un vaccin, c'est quoi? C'est une préparation contenant des micro-organismes, soit des germes inactivés, soit des germes tués, qui est administrée dans le but d'immuniser l'organisme contre les maladies infectieuses. Donc on n'est pas dans le traitement, là, on prévient. La vaccination, les micro-organismes vaccinaux qui stimulent le système immunitaire prémunissent la personne d'une infection ou d'une maladie. Ça, c'est la vaccination. Les deux nouveaux processus vaccinaux ne sont pas, à proprement parler, des vaccins. Pourquoi ? Parce qu'on n'injecte pas des germes inactivés. Il y en a un, on utilise une partie du matériel génétique dans lequel on a inséré dans un rétrovirus, la partie russe, et l'autre, c'est un ARN messager dans une capside, dans un liposome, pardon. Donc, on n'est pas, je dirais, à proprement parler, ce n'est pas un vaccin. À proprement parler. Les micro-organismes vaccinaux qui stimulent le système immunitaire prémunissent la personne d'une infection. Les deux nouveaux processus vaccinaux sont techniquement parlant des vaccinations par stimulation du système immunitaire. Donc en fait, on est vraiment à la frontière en fait du processus de la définition de ce qu'on appelle la vaccination.
Qu'est-ce que la thérapie génique? Méthode consistant à introduire des acides nucléiques, ADN ou ARN, dans les cellules d'un organisme dans un but thérapeutique. Un but thérapeutique, on corrige une anomalie comme une mutation à l'origine d'une pathologie, comme la mucoviscidose par exemple. Et la thérapie génique consiste à injecter un gène dans une cellule pour la faire fonctionner normalement. Donc les deux nouveaux processus vaccinaux ne sont pas à proprement parler de la thérapie génique, puisqu'on ne guérit pas une maladie. On ne vient pas générer une mutation pour refaire fonctionner normalement une cellule. Puisque l'injection du matériel génétique dans les cellules amène à dévier la cellule pour qu'elle fabrique une protéine qui n'est pas la sienne, la protéine virale, la protéine de surface ou la protéine de la capside. Par contre, si je regarde techniquement, c'est la thérapie génique, ça consiste à injecter un gène dans une cellule pour la faire fonctionner normalement ou différemment. Donc les deux nouveaux processus vaccinaux sont techniquement parlant des thérapies géniques, modifiant le fonctionnement intrinsèque d'une cellule vivante. S'agit-il de quelque chose de totalement nouveau dans le but recherché, détournant des techniques connues de leurs buts originaux? Est-ce que ces deux techniques sont en réalité une nouvelle technique qui sortirait? Eh bien, si on regarde la définition, je dirais, des dictionnaires médicaux, des dictionnaires, il s'agit en réalité de manipulation génétique à but vaccinal. Là, on est précis. Manipulation génétique consiste à modifier les gènes d'un organisme pour en changer ou en optimiser un caractère. Donc, on ne devrait pas parler de vaccin, mais on ne peut pas non plus parler de thérapie génique. Par contre, on peut parler de manipulation génétique à but vaccinal. Là, au moins, on est précis. Oups. Alors, les risques inhérents des manipulations génétiques à but vaccinal. Eh bien, on n'en connaît aucun, puisque ça n'a jamais été étudié. Donc, si on devait parler des risques des manipulations génétiques à but vaccinal, on n'en connaît aucun. Alors, ne pas en connaître, ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas. Il n'y en a aucun de référencé puisqu'on n'a jamais étudié ce qui s'est passé. L'association des mutations génétiques et de l'activation du système immunitaire n'a jamais été fait auparavant, même pas en test laboratoire. Puisqu'on n'a jamais essayé d'activer un système immunitaire par manipulation génétique. Jamais. Par contre, les manipulations génétiques, on les connaît. Les manipulations génétiques interviennent sur toutes les cellules du corps pour modifier de façon durable l'expression génétique de celle-ci. C'est-à-dire que les manipulations génétiques, dans la thérapie génique, comme chercher à guérir des maladies comme la mucoviscidose ou d'autres, qui sont des maladies génétiques graves, ça on sait. Ça on a des retours. On sait comment ça marche et on connaît les risques. Le but vaccinal, faire réagir le système immunitaire temporairement. Parce que le but vaccinal, c'est que le système immunitaire réagisse, lymphocytes B, qui vont réagir, détruire les nouveaux arrivants, et transmettre aux lymphocytes T, qui sont les lymphocytes mémoire du système immunitaire, de telle sorte que si un jour le virus se représente, puisse attaquer. Donc on voit que le but vaccinal, c'est quelque chose qui est temporaire. On crée une réaction temporaire qui va laisser une marque dans la mémoire. Alors que la manipulation génétique, c'est de transformer de façon durable un défaut, un dysfonctionnement génétique pour que la personne puisse se retrouver une bonne santé tout le temps. On voit que c'est pas pareil en fait. Donc, après faire réagir le système immunitaire temporairement, j'explique. Après l'administration du vaccin, le microbe atténué ou inactivé ou ses composants, antigènes, microbiens, etc., sont captés par des cellules du système immunitaire, les cellules présentatrices d'antigènes, directement sur le site d'injection. C'est-à-dire que quand on se fait vacciner, en fait, les premières cellules rencontrent le vaccin qui a été injecté, c'est local, au niveau en général, c'est l'épaule. Et c'est à partir de là que ça va réagir, puisque ces cellules migrent ensuite vers le ganglion lymphatique le plus proche pour présenter des antigènes aux lymphocytes T, CD4. Dans les heures qui suivent, ces derniers activent les lymphocytes T, CD8, qui sont des tueurs, et les lymphocytes B, producteurs d'anticorps. En fait, là, c'est l'armée qui arrive et qui va détruire ces intrus, considérés comme étant dangereux.
Cet arsenal permet d'éliminer spécifiquement les antigènes microbiens en 3 à 5 jours et quelques lymphocytes T et B, lymphocytes mémoire, et des anticorps spécifiques persistent plusieurs années dans l'organisme pour le protéger contre une éventuelle future infection impliquant le même pathogène. Voilà, donc ça c'est le principe vaccinal. Alors, on a la manipulation génétique à but vaccinal, en fait, amène des paradoxes, amène des antinomies profondes. Puisque la manipulation génétique a pour but agit sur tout le corps, sur toutes les cellules du corps, alors que le but vaccinal, le vaccin, lui, agit sur le site d'injection et au niveau des ganglions lymphatiques les plus proches. Donc c'est localisé. Donc on a un risque, c'est-à-dire que on va avoir une réaction souvent par rapport au vaccin sur l'épaule, ça va être rouge, ça va être enflé, parfois c'est un peu dur, il y a un petit durillon, enfin il se passe des choses, mais c'est local. Là, à partir du moment où on a une manipulation génétique qui fait intervenir toutes les cellules du corps, on a un risque de choc anaphylactique. C'est quoi un choc anaphylactique? C'est une hypersensibilisation de tout le corps. En fait, le choc anaphylactique se déroule en 2 temps. On a une sensibilisation. Le système immunitaire engage un processus à travers duquel les lymphocytes, les globules blancs, vont fabriquer des anticorps, immunoglobulines de type E et IgE, chargés de reconnaître spécifiquement l'élément pathogène. Ces IgE, une fois fabriqués, se fixent à la surface d'autres cellules du système immunitaire, prêtes à reconnaître l'élément pathogène s'il pénètre à nouveau dans l'organisme, déclencher une réaction de défense. Donc on peut se dire que c'est le but un peu recherché. Étape majoritairement asymptomatique, c'est-à-dire qu'en général, ça ne se voit pas. Il peut y avoir quelques petits symptômes, passagers, rapides, qui sont parfois quand même surprenants et qui peuvent faire peur, mais voilà, en général, c'est asymptomatique cette phase-là, dans le choc anaphylactique. Et la deuxième phase, c'est la réaction anaphylactique. Et là, on a, quand l'allergène pénètre à nouveau dans l'organisme, c'est-à-dire que si on est allergique, si on fait un choc anaphylactique, on a une sensibilisation. Imaginons que nous soyons allergiques, je ne sais pas moi, à un aliment qui se trouve en Inde. Voilà. Notre corps est prédisposé à réagir à cet aliment, à cette protéine dans cet aliment. Notre corps va être sensibilisé, mais on ne le sait pas. Et le jour où on va en Inde, on mange cet aliment, il est allergène, le corps le reconnaît comme étant allergène, et tout le corps se met en réaction. Il y a alors libération d'un flot de substances chimiques inflammatoires, telles que l'histamine, ce qui engendre la réaction anaphylactique. Et ça, alors là, on a des effets symptomatiques, puisqu'on a une dilatation généralisée des vaisseaux sanguins et une augmentation de la perméabilité des vaisseaux, provoquant une chute de pression artérielle, hypotension, avec parfois perte de connaissance, voire collapsus cardiovasculaire, c'est-à-dire un désamorçage de la pompe cardiaque. Et ça peut arriver à tout moment, si on a été sensibilisé dans un choc, je dirais, pré-anaphylactique. Mais ça peut arriver à tout moment, ça peut être dans la semaine, le mois, l'année, les 50 ans qui suivent. On a une constriction des bronches, provoquant des difficultés respiratoires de type asthme, allant jusqu'à la perte de connaissance. On a une apparition d'un urticaire géant, déclenchement d'un œdème qui peut se généraliser avec gonflement de la langue et étouffement qu'on appelle l'œdème de... Alors, selon les prononçants, selon certains, c'est œdème de Quink ou œdème de Quink. Donc on a des effets qui sont connus en thérapie génique. Et là, on a un problème, c'est qu'on a 2 éléments qui, normalement, le but vaccinal, c'est quelque chose qui est un choc pour le corps, un choc immunologique, mais qui est localisé et qui est temporaire. Alors que dans la manipulation génétique, on vient injecter du matériel qui va y être pendant tout le restant de la vie, a priori. Puisqu'il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Donc ça veut dire que tout le restant de sa vie, le corps va fabriquer les protéines de surface du SARS-CoV-2. À partir du moment où il a intégré le matériel génétique, comment est-ce qu'il peut faire ? Donc, on a, dans la vaccination, on a vu qu'on avait les lymphocytes tueurs, les TCD8, et les lymphocytes B, producteurs d'anticorps, qui sont localisés aussi. Alors là, c'est dans tout le corps. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ?
eh bien on a un risque de maladie auto-immune. Puisque c'est tout le corps qui va générer des lymphocytes tueurs vis-à-vis de qui peuvent réagir à tout moment par rapport à toutes les cellules qui fabriquent la protéine de surface du virus, laquelle il faut détruire. Donc ça veut dire que les cellules qui produisent ces protéines-là, ce sont des cellules ennemies, mais c'est notre propre corps. Donc on a un risque de maladie auto-immune qui est très important. Le système immunitaire s'attaque aux constituants normaux de l'organisme. Il les considère comme étant ennemis, puisqu'il fabrique des morceaux ennemis. Donc on a un risque de maladie auto-immune important. Exemple, diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la thyroïdite de Hashimoto ou le lupus systémique que l'on connaît sous le nom de lupus. Donc là, on peut déclencher. Quand on parle du même pathogène, modifie de façon durable l'expression génétique de celle-ci. Donc si jamais, on dit, dans le vaccin, on active le système immunitaire de façon courte, assez violente, mais c'est court. Comme ça, si un jour il le rencontre, il réagit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de manipulation génétique, notre corps va en permanence fabriquer ces protéines de surface ou ces protéines de capsides. Donc ça veut dire qu'en permanence, le système immunitaire va devoir lutter contre ces éléments-là. Donc on n'en est pas sur un choc ponctuel. On est sur quelque chose qui va être à long terme. C'est le but de la thérapie génique. La thérapie génique, c'est si on veut guérir la mucoviscidose, c'est pas pendant une semaine. Il faut guérir la mucoviscidose pendant le restant de la vie du patient. On a des risques de cancer, puisqu'à partir du moment où on a des cellules qui vont produire des cellules qui ne sont pas naturellement ce qu'elles produisent, il peut y avoir une réaction de rejet et d'accumulation qui crée une tumeur. Une tumeur, ça peut devenir une tumeur maligne à tout moment. Donc on a des risques de cancer. Toutes les cellules du corps étant des usines à substances pathogènes ou reconnues comme telles, le corps réagit vis-à-vis des cellules dysfonctionnantes. On a aussi des cellules qui ne seraient pas touchées par le virus deviennent infectées. C'est-à-dire que quand vous êtes piqué par un vaccin classique, c'est local, comme on l'a dit, et ça ne touche pas tous les organes. Alors que dans la manipulation génétique, le cœur se met à fabriquer des protéines aussi. Toutes les cellules se mettent à fabriquer des protéines de surface ou des protéines de capside. C'est-à-dire que l'infection génétique, l'intégration d'un matériel génétique étranger se fait dans tous les organes du corps. Par exemple, et là c'est tout particulièrement important, c'est le placenta chez une femme enceinte. On sait qu'au niveau de la thérapie génique, puisque le placenta c'est une barrière. Le placenta il est là pour protéger, pour nourrir et protéger le bébé qui naît, le fœtus qui se fait. Donc il y a un échange tout particulier avec des barrières. Mais là, toutes les cellules se mettent à fabriquer des choses qui sont pas naturelles. Donc le placenta va réagir. On a une cause d'interruption de grossesse qui est quasiment certaine. C'est pour ça d'ailleurs que Sputnik et Pfizer disent bien que ce vaccin ne doit pas être administré à une femme enceinte. Puisqu'il y a une réaction, il n'y a pas eu d'expériences qui ont été faites, évidemment, mais on sait qu'au niveau des manipulations génétiques, de la thérapie génique, on sait que là, c'est une catastrophe. La durabilité de la modification génétique rendant le corps des femmes incapable de produire une grossesse à terme. C'est-à-dire que là, on a un risque, puisque le corps fabriquera en permanence ses protéines de surface. C'est-à-dire que le jour où elle va tomber enceinte, même si c'est 1 an, 2 ans, 10 ans après, il y a un risque qu'il y ait systématiquement destruction, réaction immunitaire en fait violente, qui empêchera le fœtus de grandir. Donc on a un risque de fertilité féminine, j'en ai pas parlé je crois sur la diapo suivante, mais en thérapie génique on sait qu'il y a des risques. Et les femmes sont toutes particulièrement touchées évidemment par rapport à ce processus in utero en fait, qui les rend capables de faire un bébé et de le protéger tout le temps de la grossesse. Donc il y a des risques quand même qui sont inhérents à la thérapie génique, mais que l'on cumule avec des risques vaccinaux. Voilà. Donc il faut bien avoir conscience de ce qui se passe. Alors maintenant les risques spécifiques inhérents au type de vaccination. Donc la vaccination par manipulation génétique par vecteur ADN,
on a le même matériel génétique que le génome du receveur. C'est-à-dire qu'en fait, là, cette fois-ci, c'est un ADN qui rentre dans la cellule. Or, l'ADN avec un autre ADN, ça se passe très très bien. Hein. Donc, il y a des échanges qui peuvent se faire. Et donc là, on peut arriver à une modification génomique. Risque d'intégration de l'ADN dans le génome du receveur. On appelle ça la mutagénèse insertionnelle. Donc ça, c'est le vaccin russe. Sputnik. Sans aucune maîtrise de l'endroit d'insertion. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'insère dans la chaîne, mais on ne sait pas où. Donc possiblement des oncogènes. Qu'est-ce que ce sont des oncogènes? Les oncogènes, gènes qui commandent la synthèse d'oncoprotéines, protéines stimulant la division cellulaire ou inhibant la mort cellulaire programmée, qu'on appelle l'apoptose. Ce qui déclenche une prolifération désordonnée des cellules. Ça s'appelle un cancer. C'est clair. Un cancer. Il y a un retour d'information sur ce risque dans les manipulations génétiques, en thérapie génique. Là, par contre, on a des retours qui sont très documentés. On a 20% des enfants qui ont été traités en thérapie génique, donc 1 sur 5, hein, qui ont développé des leucémies. 20%. La vaccination par manipulation génétique par vecteur viral recombinant. Alors, l'intégration d'un matériel génétique d'un virus dans le matériel génétique d'un autre virus peut générer un virus mutant bien plus dangereux que les deux utilisés. Puisqu'en fait, on ne sait pas. Puisqu'on l'insère, mais on ne sait pas du tout ce que ça va faire. On ne sait pas du tout ce que ça va faire. Donc on a 5,56%, 1 sur 18, des personnes ayant suivi une thérapie génique contre le cancer en Belgique, ça c'était une expérience en Belgique, ont connu une réponse inflammatoire systémique fatale. Donc c'est moins que 20%, enfin c'est quand même 1 sur 18 quand même. C'est toujours le bénéfice-risque. Hein. Alors, le défaut, faut être honnête, le défaut de ces statistiques, et un gros défaut en fait, c'est que la population statistique est faible. Puisque les personnes ou des enfants qui ont subi des thérapies géniques, il n'y en a pas des centaines de milliers, ce qui ne nous permet pas d'avoir un échantillonnage suffisant pour avoir un écart type représentatif avec une courbe de Gauss qui permette d'avoir des statistiques fiables. Donc, on peut, en avançant ce chiffre, on peut très bien nous dire, c'est un chiffre qui n'est pas forcément représentatif de la réalité. Puisqu'on est sur un petit échantillonnage, donc sur une probabilité qu'on ait eu une moyenne ou un écart type qui soit complètement déformé parce que l'échantillonnage n'était pas bon, pas représentatif. La vaccination par manipulation génétique, par ARN messager ou ADN, risque de recombinaison virale. Deux virus de même nature, ARN ou ADN, s'échangent du matériel génétique pour donner un virus mutant. Mais ça peut être aussi, sans même parler de Sputnik qui utilise un virus, ça peut être, on reçoit cette manipulation génétique à but vaccinal, et au même moment, on est infecté par un autre virus. Et bien les deux virus vont être très copains, et ils vont s'échanger, et ça va donner un virus mutant. Donc la manipulation génétique à but vaccinal étant effective sur un très long terme, la probabilité qu'une cellule génétiquement modifiée rencontre un autre virus dans sa vie est forte, puisque qui peut dire je me fais vacciner cette année et dans les 10 prochaines années, aucun virus ne va m'approcher? Personne. Voire plusieurs virus même qu'il pourrait rencontrer. Ce qui générera des virus à multiples recombinaisons potentiellement différentes chez les êtres humains disséminés sur la planète pouvant s'infecter les uns les autres, provoquant d'autres combinaisons. C'est-à-dire que moi, je reçois un vaccin et je suis contaminé par un virus. Ça donne un virus mutant. Mais mon voisin, qui va être contaminé par le même virus, en ayant subi la même vaccination, va donner un autre virus mutant, puisqu'on ne sait pas où ça va s'insérer. Et la probabilité pour que ça s'insère exactement dans la même chaîne est assez faible. Donc du coup, on va tous les deux s'échanger nos virus mutants, c'est ça ? Mais lesquels vont réagir avec l'appareil génétique que j'ai en moi, dans mes cellules. Enfin bref, on voit que c'est quelque chose qui... Il y a un risque en fait de génération pandémique qui est quand même important. Très important. Le taux de létalité du SARS-CoV-2 en fonction de l'âge et du sexe va de 0,03% pour les personnes inférieures à 44 ans, à 0,2% pour les femmes inférieures à 50 ans,
à 0,38% pour les hommes dont l'âge est inférieur à 50 ans, enfin entre 44 et 50, à 4,6% pour les femmes jusqu'à 80 ans et à 11,6% pour les hommes qui ont jusqu'à 80 ans. Et donc, il faut mettre ça, en fait, maintenant, c'est juste une réflexion à mener sur le bénéfice-risque, le taux de létalité du SARS-CoV-2 par rapport au risque d'une manipulation génétique. Sachant que dans le taux de létalité du SARS-CoV-2 que j'ai donné là, je n'ai pas eu les éléments, puisqu'on ne les a pas, en tout cas pas suffisamment fiables, en tout cas si on avait quelque chose, qui nous permet de dire, on n'intègre pas dedans la probabilité d'attraper ce virus. Là, on part du principe qu'on l'a. Si on a le SARS-CoV-2, si on a moins de 44 ans, on a 0,03% de risque de mourir. Si on fait une thérapie génique, on a des risques qui sont, semble-t-il, supérieurs. Alors, je le répète, dans le cadre d'une thérapie génique, quand on est atteint d'une maladie qui nous amène inéluctablement à la mort, le poids du bénéfice-risque n'est pas du tout le même. Il ne se répartit pas de la même manière sur la balance. Voilà. Maintenant, si on part sur une manipulation génétique à but vaccinal, il faut voir le bénéfice-risque des choses. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour amener à une réflexion. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'il serait peut-être urgent de prendre le temps au moins de tester et de voir, sachant que le problème, c'est qu'on aura un retour qui sera de plus en plus précis avec le temps qui passe. Mais comme c'est une modification génétique qui risque, qui a un but, puisque c'est une modification génétique, et le but, c'est de modifier durablement le système et non pas sur un choc vaccinal. Donc les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette introduction, nous allons pouvoir voir le psaume 91. Donc, ce que je propose, c'est de le lire tout d'abord, tel qu'il est traduit dans nos Bibles. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est le psaume 91. Donc là, j'ai mis la traduction des 7 premiers versets. On ne va pas la lire, ce serait trop long. Mais je l'ai mise à l'écran de telle sorte que ceux qui regarderont la vidéo pourront faire pause et la lire. Ça, ce sont 2 études préalables qui nous ont permis d'arriver à cette traduction approfondie des 7 premiers versets du texte biblique. Voilà. Et nous allons nous arrêter tout particulièrement sur le verset 7, qui dans nos Bibles est traduit comme ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, la traduction que nous en avions fait lors de nos dernières études est celle-ci. Que 1000 se précipitent vers un piège insidieux, se jettent dessus, tombent dans l'écueil, chutent, soient ruinés, partent au loin, fuient, se cachent face aux pièges et aux tractations insidieuses, sombrent dans le malheur et la vexation, et 10 000 prennent autorité pour te précipiter vers le piège insidieux, pour te jeter dessus, pour te faire tomber dans l'écueil, pour te faire chuter, pour te ruiner, pour te faire partir au loin, pour te faire fuir, pour t'amener à te cacher face aux pièges et aux tractations insidieuses, pour te faire tomber dans le malheur et la vexation afin d'en retirer un avantage, un prestige, une quelconque gloire. Tu ne seras pas conduit avec les autres comme un troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. Ça, c'est le verset 7.
Donc ça, c'est déjà une lecture approfondie. Maintenant, on va en faire une lecture à la loupe. Voilà. Alors, nous avons vu qu'il y avait deux aspects. Hein. La première partie, que 1000 tombe à ton côté. La traduction précise désigne des aspects intérieurs de considération et de la souffrance des autres, aspects émotionnels, psychologiques et sociaux. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce qu'on pourrait nous dire ou ce qu'on pourrait voir. Et la deuxième partie désigne des aspects extérieurs de pression, tentatives d'intimidation ou de manipulations émotionnelles, psychologiques et sociales. Mais le verset s'applique aussi à un niveau beaucoup plus profond. C'est ce que nous allons voir maintenant. Reprenons le texte. Nous allons tout particulièrement regarder que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. À ton côté, à ta droite. C'est deux mots, parce qu'en fait ce sont deux mots. À ton côté, mitsideka. Mitsideka. À ta droite, il y a mim. Le meim, la première lettre, quand un meim est placé en début d'un mot, il désigne quelque chose de local et de physique. Ça décrit quelque chose de physique et de local. Article extractif ou partitif. Extractif, ça veut dire quoi? Qui implique une extraction, un élément sorti de son environnement et de son milieu naturel. Partitif, qui participe à l'actualisation du nom noyau en indiquant simplement que le présenté, le référent, existe bien, mais demeure inconnu des actants de l'énonciation. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui s'insère, mais on ne sait pas quoi. Il y a comme un... Mais il est là. Le meim génère une sorte de mouvement par lequel un nom ou une action sont pris pour moyen, pour instrument. Toujours le meim génère une sorte de mouvement par lequel un nom ou une action sont divisés dans leurs essences ou distraits, c'est-à-dire détournés du milieu de plusieurs autres noms ou actions similaires. C'est-à-dire qu'en fait, on détourne une fonction essentielle de quelque chose. Ensuite, on a le tsadé pointé. Tsadé se rapporte à toutes les idées de scission, de termes, de solution, de but. On vient couper et on a un but. Le tsadé décrit une imitation de petits cris, c'est-à-dire une imitation de petites informations successives. On imite une succession d'informations qui existent par ailleurs. Le dalet, dans sa forme hiéroglyphique, donc dans sa forme initiale de graphie, il était l'emblème de la source de toute existence physique. Employé comme signe grammatical, il exprime en général l'abondance née de la division, donc c'est quelque chose qui se divise et qui se multiplie. Peut être utilisé comme article distinctif, en chaldéique, en samaritain et en syriaque. Donc distinctif, c'est-à-dire qui se découpe, qui se sépare. Et le kaf final représente une sorte de moule, donc ça désigne un moule en fait, qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. C'est-à-dire qu'il reçoit quelque chose, c'est un moule, il reçoit quelque chose de plus ou moins informe et il en fait quelque chose de formel. Donc il reçoit une information, il en fait un élément construit. C'est le symbole, c'est toute la représentation en fait de la lettre kaf en hébreu. Dérive du principal vocable et, image de la vie absolue, donc il dérive de la vie en y joignant l'expression du caractère organique gimel, dont il est une sorte de renforcement. C'est-à-dire qu'il est une sorte, il est l'élément qui est la vie, et de la vie va former quelque chose de formel, de physique, de solide, de concret. Article assimilatif et concomitant, le mouvement qu'il exprime entre les noms et les actions, et celui de la similitude de l'analogie, des choses qui fonctionnent pareil. C'est pas la même chose, mais ça fonctionne pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais ça fonctionne pareil. Article assimilatif, hop là, il y a un copier-coller malheureux, parce que c'est deux fois le même. Assimilatif, processus par lequel les êtres organisés transforment en leur propre substance les matières qu'ils absorbent. Donc ça, c'est toute la chaîne polypeptidique, voilà. Et concomitant, qui accompagne, coïncide avec un autre fait de façon simultanée ou successive. Et maintenant, ta droite, on a les deux premières lettres, Yod Meim, signe de la manifestation unie à celui de l'action extérieure, développer toutes les idées d'amas et d'entassement, donc quelque chose qui se reproduit et qui s'amasse. Dans un sens propre et restreint, c'est la manifestation aqueuse, l'amas des eaux, donc c'est vraiment
le milieu aqueux dans lequel il se passe des choses. Et ensuite, Yod Nun développe toutes les idées de manifestation particulière et d'être individuel, développe toutes les idées accessoires de particularité, d'individualité, de propriété, ce qui manifeste le sentiment individuel, l'existence propre, tout ce qui est, donc c'est l'ADN en fait pour l'être humain, tout ce qui est vraiment propre et tout ce qui manifeste l'existence propre, tout ce qui est relatif à un centre déterminé, à un point particulier. Tout ce qui tire à soi, s'approprie, enveloppe, entraîne dans son tourbillon. Tout ce qui dépouille, opprime les autres pour son intérêt. Tout mouvement interne, toute appétence à l'accroissement. En fait, si on regarde bien, et j'inviterai tous ceux qui le souhaitent à reprendre la description et à reprendre tous les diapos que nous avons vus avant, nous avons ici toute la description, tous les éléments constitutifs du processus de manipulation génétique, c'est-à-dire scission, intégration, multiplication, extériorisation, la cellule vivante qui se développe, qui intègre quelque chose, qui fait des choses qui ne sont pas initialement prévues mais qui ressemblent, assemblage d'informations successives mais que l'on vient imiter par rapport à d'autres, etc., etc., etc. Tout est là. Et ensuite, l'autre mot, description du processus de réaction immunitaire, c'est-à-dire qu'on a le signe de la manifestation, on a quelque chose de ponctuel qui va créer une manifestation, qui va se développer, qui va générer un entassement, mais local. Voilà, toutes les idées et d'individualisation, c'est-à-dire que chaque être humain va réagir face à un vaccin de manière différente et particulière avec son propre système de lymphocytes T, etc., mémoire, qui va lui donner toute la mémoire vaccinale. Donc on a vraiment une description qui s'ajoute à celle que nous avions vue, je dirais, de façon précise. Là, cette fois-ci, on ajoute de la précision en regardant à la loupe, voire au microscope, pour voir exactement comment c'est construit au niveau sémantique. C'est assez impressionnant. Je continue. Maintenant, une des questions qui avait été posée la dernière fois, c'est pourquoi 1000 et pourquoi 10 000 ? Pourquoi pas 100 000 et 1 million ? Pourquoi pas 1 milliard ? Enfin, pourquoi ? Alors, on va voir. Évidemment, il y a une raison toute précise, c'est que 1000 tombe à ton côté, donc 1000 élèves. Élève, ça veut dire 1000. Mais élève représente l'unité reconquise. Représente ou caractérise les temps messianiques. C'est pour ça que c'est le millénium, 1000 ans, c'est 1000. 1000, c'est le temps messianique. Temps messianique, c'est quoi ? Alors, dans le contexte ici, correspond à la recherche artificielle d'un temps messianique, puisque on est sur des éléments agressifs, puisque que 1000, en fait, il y a tout l'aspect de l'agression, donc ça sous-entend que ce temps messianique, c'est une recherche qui n'est pas liée à Dieu qui amène le temps messianique. Alors, la particularité des temps messianiques, ce sont des temps de paix et de sécurité, temps sans maladie ni mortalité autre que vieillesse. Le millénium, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mortalité accidentelle, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas tout ça. Donc, que 1000 tombe à ton côté, c'est une sorte de promesse qui est faite qu'il n'y ait plus de maladie. Élève, si je le lis à l'envers, parce que ça lit de droite à gauche, mais si je le lisais de gauche à droite, j'obtiens à ce moment-là Fela, qui veut dire mystérieux, étonnant. N'est-ce pas ? Donc ici, que 1000 tombe à ton côté, c'est-à-dire qu'un nombre important, en tout cas, te propose un temps de paix et de sécurité, un temps sans maladie ni mortalité. Et juste après, on a la description du processus de manipulation génétique. Donc, le texte biblique, dans sa construction sémantique, en fait, amène une lecture qui dit que, attention, si on te propose, par tout un procédé qui revient à de la manipulation génétique, à modifier ce que Dieu a créé, pour amener un temps de paix et de sécurité, un temps sans maladie ni mortalité, attention, attention. On verra après, tu ne seras pas atteint. Voilà. Tombe, on a vu la dernière fois que c'était nafal, qui veut dire tomber, faire tomber, être ruiné, ruiner, être pris de court, chuter, se précipiter, se jeter sur, partir au loin, mourir, être dans le malheur. Bon, il y a toute la description là de ce que ça peut représenter. On a vu les conséquences, les risques. Et 10 000 à ta droite, 10 000 rebaba, rebaba, qui veut dire myriade, 10 milliers.
les deux premières lettres, racine développant, c'est une racine qui développe, il n'y a pas ENT, toutes les idées de multiplication, d'augmentation, d'accroissement de grandeur. Et Beit E désigne une action de voir, de rendre visible, concret, significativement objectif. Ce mot vient de Rabat, désigne celui qui prend l'autorité de chef de famille, celui qui devient la tête. Et on a la description du processus de la réaction immunitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se laisse pas mener par, pour ça 10 000, on ne se laisse pas mener par une autorité qui prend sous couvert d'immunisation. Voilà. Tu ne seras pas atteint, Nagash, conduire des animaux ou des hommes, donc comme du bétail, oppressés, amenés à la détresse. Tu ne seras pas conduit avec les autres comme un troupeau de bétail oppressé et amené à la détresse. C'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est évidemment très très fort. Et la réponse qui est derrière, c'est le verset 8. C'est-à-dire que là, on nous dit quelque chose, Dieu nous dit quelque chose, la parole de Dieu nous dit quelque chose, que 1000 tombent à ton côté, on a vu ce que ça voulait dire, 10 000 à ta droite, on a vu ce que ça voulait dire. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas conduit tel un troupeau à l'oppression et à la détresse. Mais comment ? Comment faire pour ne pas être conduit à cette oppression et à cette détresse ? Le verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc on va regarder ce verset 8 rapidement. Puisqu'en fait, tes yeux, ayin, qui veut dire œil ou yeux, mais qui signifie aussi l'analyse, la capacité d'analyse, le fait de faire une analyse, de regarder, mais avec un esprit critique d'analyse. Seulement, rak, seulement et rien d'autre, c'est que l'analyse. Tu regarderas, ce n'est pas ra, voir, mais c'est nabat. Nabat, qui veut dire regarder de l'esprit en abordant la considération d'une chose pour la comprendre dans sa globalité. Donc ça veut dire qu'ici, tu regarderas, c'est pas juste je regarde la télé, hein, ça complète le mot aïn de tes yeux, parce que c'est bizarre sinon un texte, il y a une redondance. De tes yeux, tu regarderas, je ne vais pas regarder avec autre chose que mes yeux, donc ça paraissait logique. Mais la répétition insiste sur le fait de l'analyse. Regarder de l'esprit en abordant la considération d'une chose pour la comprendre dans sa globalité. C'est ce que nous avons un peu essayé de faire ce soir. Il est conjugué au radical ifil, ça veut dire faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te renseignes auprès de ceux qui ont analysé les choses, parce qu'on n'a pas tous la capacité d'aller faire des recherches et des analyses énormes sur certains sujets. Mais on peut se documenter, on peut interroger, on peut chercher des informations, et c'est pour ça qu'il est au radical ifil, ce verbe. C'est-à-dire que c'est pas forcément, Dieu ne nous demande pas de nous-mêmes faire ces études-là, mais de nous documenter, de ne pas faire ce que le langage classique appelle la technique de l'autruche, qui, remettons l'autruche à l'honneur, n'est pas stupide, puisque quand l'autruche met la tête non pas dans le sable, mais au niveau du sol, elle se positionne sous une hauteur où la température fait qu'elle devient invisible, parce que c'est la hauteur à laquelle l'air se vibre, et donc ses prédateurs ne peuvent pas la voir. Fermons la parenthèse. Voilà, donc Dieu ne l'a pas conduite à être stupide, mais au contraire, à manifester des éléments d'intelligence. Et tu verras, donc si tu analyses, de tes yeux seulement, c'est-à-dire que tu analyseras et tu regarderas de l'esprit en abordant la considération d'une chose pour la comprendre dans sa globalité. Et alors, tu ne seras pas troupeau, tu ne seras pas mené comme un troupeau dans la détresse et l'oppression. Et tu verras la rétribution des méchants. Et là, on a Ra qui veut dire voir, observer concrètement de ses yeux. Ra, c'est vraiment voir avec ses yeux, quoi. C'est physique. Oups. La rétribution, simulat, c'est presque simulacre, c'est assez rigolo. Simulat, les deux premières. Alors, c'est un apax. C'est un apax, ce mot, il n'apparaît que là, dans la parole de Dieu, donc il faut le regarder de près. Donc, Shin, Lamed, Lamed, c'est tout ce qui sort de sa ligne, qui outrepasse quelque chose que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a une limite, il y a une ligne, et on sort de cette ligne, on dépasse la limite. C'est ces trois lettres. Tout ce qui tombe dans l'erreur, tout ce qui est extravagant, fanatique et insensé. Et les deux dernières lettres, Mem Tav,
idée de mouvement qui ramène à la céité universelle, c'est-à-dire à la réduction en poussière et donc à la mort au trépas. Donc, Meim Tav, c'est la racine de Mout, qui est la mort. Donc, c'est tout ce qui amène à la mort, au trépas. Donc là, tu verras de tes yeux. Voilà, tu analyses, tu prends le temps, parce que l'analyse, forcément, ça prend du temps. Donc, tu prends le temps, tu regardes de l'esprit, tu abordes la considération des choses, tu observes, et tu verras ce qui se passe. Et tu verras que ça mène au trépas, et que c'est une erreur, et que c'était extravagant, fanatique et complètement insensé. Des méchants, en fait c'est une traduction que je trouve un petit peu surfaite, puisque le mot méchant ici c'est rachat. Rachat, celui qui agit hors des règles de Dieu. Parce que méchant, ça induit de la méchanceté. Alors que le terme en hébreu n'implique pas de méchanceté. Il implique juste que c'est quelqu'un, celui qui agit hors des règles de Dieu, hors ce que Dieu a établi dans sa parole. Celui qui agit en dehors de la logique créationnelle. Vexé ou vexant, celui qui est vexé ou vexant, celui qui est troublé ou troublant, celui qui est en faute ou qui fait fauter. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte est une sorte de point de repère, de phare dans la nuit, pour ceux qui se marchent avec Dieu, puisqu'ils peuvent regarder de l'esprit avec un grand E, en abordant la considération d'une chose pour la comprendre dans sa globalité, avec un filtre qui est la parole de Dieu, avec un soutien qui peut être le corps de Christ, dans lequel on peut échanger les informations, enfin, on devrait pouvoir en tout cas. Mais il s'adresse aussi et à l'observation de ce qui se passe en dehors des règles de Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, ou qui refuse Dieu, il peut quand même utiliser la parole de Dieu comme appui, puisque là, à ce moment-là, il dit, tu analyses les choses, et regarde ce qui sort de la logique créationnelle, regarde ce qui sort de la logique naturelle. Vous savez, c'est comme ce frère que nous connaissons bien, et qui est allé rendre témoignage à des pygmées. Et la première chose qu'il leur a posée, il ne savait pas trop comment, et il leur a dit est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu créateur qui existe, qui vous aime? Et les pygmées, ils ont mis 20 minutes à rire et à ne pas pouvoir parler, tellement. Parce qu'ils ont dit mais il n'y a qu'un homme blanc pour poser une question aussi stupide. Il suffit de regarder la nature pour bien prendre conscience qu'il y a un Dieu créateur qui nous aime. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Donc, celui qui cherche vraiment, je dirais, la vérité et la responsabilité de ses actes, il peut le faire en s'appuyant sur ce que Dieu a établi, puisqu'il nous est dit aussi dans la parole de Dieu que la création est elle-même un témoignage, un livre ouvert, dans lequel celui qui veut peut lire. Voilà. Donc, on voit que ce texte, voilà, nous apporte quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, il nous dit avoir et garder une analyse sur là ou les situations sans se laisser perturber ou entraîner par des discours ou actions qui font peur ou qui annoncent le bonheur, qui jouent sur l'émotion en opposition à l'analyse basée sur la parole de Dieu et ou sur l'ordre créationnel établi par Dieu pour guider celui qui cherche. C'est-à-dire que voilà le secret. C'est urgent de ne pas se précipiter et prenons le temps d'analyser les choses et de peser les choses dans la balance bénéfice-risque. Dans la balance bénéfice-risque et dans l'observation des limites que Dieu a données et dans l'ordre créationnel, donc naturel, et dans sa parole qu'il nous a donnée pour nous guider. Voilà, basé sur la parole de Dieu, pour celui qui agit hors des règles de Dieu, donc ça c'est pour celui qui a cette vision et cette foi. Et celui qui n'a pas cette vision ou cette foi, ou celui qui, débutant dans la marche avec Dieu, n'a pas encore la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, il a la logique créationnelle qui est déjà un appui et une référence pour pouvoir se positionner. Voilà, nous avons lu le psaume 91, le verset 7, à la loupe, je dirais, à la loupe, avec son contexte d'aujourd'hui, puisque, comme je l'ai dit les autres fois, ce texte pouvait s'appliquer aussi à d'autres circonstances, mais là, il est tout particulièrement parlant et il y a une résonance toute particulière avec ce que nous vivons. Donc, que Dieu nous amène à cette sagesse, à cette intelligence de l'analyse, afin que nous puissions réfléchir,
prendre des positions, sachant que Dieu, par ailleurs, nous fait la promesse que si on nous oblige à prendre un poison ou à prendre quoi que ce soit d'autre qui soit dangereux, Dieu a la force, la puissance de nous protéger. Donc, soyons sereins. L'enfant de Dieu ne peut pas être sous la terreur, ce n'est pas possible, puisque quand nous passons au travers de la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, la houlette et le bâton de notre maître nous rassurent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.